Bienvenue dans Éclat de voix, le podcast qui libère la parole et donne envie de s'exprimer. Je suis Anne-Claire Delval et je vous embarque dans le vaste monde de la communication. Celle qui fait sens, celle qui vient du cœur, qui est organique, vivante, vibrante, percutante. Prendre la parole ou la plume, oser s'affirmer, porter haut son projet, son entreprise, ses convictions, est à la portée de tous, quelle que soit sa personnalité. Mais oui, 3, 2, 1, allons-y. Bref, communiquer, c'est vraiment compliqué. Imaginez, vous partez en exploration dans la jungle. Voilà que vous arrivez vers un village. Vous allez à la rencontre du chef et commencez à lui parler. Vous essayez tant bien que mal de lui dire que vous venez en paix, juste pour discuter, mieux les connaître. Malheureusement, il ne comprend rien à ce que vous dites. Alors, vous faites des gestes plus amples, vous articulez mieux, vous parlez un peu plus fort pour être compris. Mais là, c'est la catastrophe. Il interprète vos paroles comme une attaque et tout le peuple vous prend en grippe. Interprétation, distorsion, généralisation. Nous vivons tous ça dans nos relations. Vous savez, quand vous exprimez quelque chose et que votre interlocuteur défend vos propos ou qu'il n'entend que ce qu'il veut dire sans prendre en considération ce que vous avez voulu dire, le risque d'escalade est plus grand et ça s'envenime. Et on cherche de moins en moins à se comprendre sans même parler de s'écouter. Mais au fond, pourquoi toutes ces incompréhensions? C'est un fait. Nous ne parlons pas tous le même langage. Et ce qui est évident avec l'image du village reculé dans la jungle, comme avec celle d'un japonais qui ne comprend rien au français, le devient beaucoup moins quand il s'agit d'un individu qui, a priori, partage la même langue, la même culture, la même histoire, voire parfois le même sang. Et oui, chacun a bel et bien un style de communication qui lui est propre, sa vision du monde, des valeurs très personnelles. Cela complique donc bien la donne. Communiquer, prendre la parole ne sont pas des actes anodins. Alors, comment adapter notre communication? Pas toujours simple. Soyons francs, franches. Il y a des personnalités avec lesquelles nous n'avons vraiment pas, mais pas du tout envie de communiquer, voire même d'être en relation. Et puis, d'un autre côté, nous aimerions tellement que les autres pensent comme nous, soient d'accord comme nous, fonctionnent comme nous. Est-ce que ce serait un monde idéal pour autant? Non. Lisse, triste, sans éclat. Donc, sans éclat de voix, vous imaginez ce que vous perdriez? Sans aspérité, tristourne, morne, sans saveur, pas croustillant, tout mou. Bref, une fois qu'on a dit tout ça, on n'est pas plus avancé. Après cette petite introduction en mode bref, bon, pour ceux qui n'auraient pas la référence de la série de Canal+, je vous mettrai les liens dans les notes de l'épisode. J'ai décidé que, bref, mieux valait faire appel à une spécialiste des différentes personnalités. Laurence Anne est notre femme. Laurence, bonjour. Bonjour Anne-Claire. Alors, tu vas être notre éclaireuse du jour. Bon, pas notre sauveuse parce que ce serait un peu lourd à porter sur tes frêles épaules, mais toi qui te passionnes depuis que tu es en âge de te poser des questions pour l'humain, la manière dont il fonctionne, dont il se relie aux autres et peut s'épanouir, toi qui es en chemin, en recherche de réponses, mais aussi et surtout de solutions, toi qui t'es formé à diverses pratiques, des techniques, des outils pour alléger les souffrances et développer le potentiel des individus, donc évidemment la capacité à entrer en lien et à communiquer, toi qui enseignes le yoga, la méditation, toi qui travailles avec différents types de personnalités, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à la communication et les divers besoins qui peuvent être rencontrés? Ok, je te l'accorde, la question est un peu vaste, mais je te laisse ouvrir le bal. Oui, tout à fait Anne-Claire. C'est intéressant de voir les différents types de personnalités et comment cela peut nous donner des informations par rapport à la communication. Chaque personne est différente avec son bagage et sa personnalité. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la diversité intérieure. Et nous, ben, en tant qu'humains, aujourd'hui, je pense on est invités à aller explorer cette diversité pour mieux l'accueillir. Parce que finalement, c'est ça qui va nous permettre de rentrer en communication avec l'autre, quel qu'il soit. J'aime utiliser un outil qui s'appelle l'énéagramme, qui permet d'identifier les différents types de personnalités dans leur fonctionnement. Donc on pourrait dire que c'est l'équivalent de la manière dont la personnalité s'est construite. Et donc c'est intéressant parce que dans la communication, on voit déjà que certaines personnes sont de prédisposition beaucoup plus à l'aise pour entrer en lien avec les autres. Et pour d'autres, ça va représenter un défi. Euh, J'aime cet outil. Alors on peut se dire, tiens, est-ce que c'est pas aussi une manière de mettre dans des boîtes? Et en fait, pour moi, c'est justement, puisque c'est un outil qui est évolutif, c'est plutôt un outil de connaissance de soi et qui permet aussi de connaître les autres et de mieux les comprendre.
Donc, si je commence à détecter les différents types de personnalités et me rendre compte que finalement, ben, moi, avec mon regard, je pensais que tout le monde fonctionnait comme moi, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Il y a Non, des ça, personnes et donc ce qui peut créer, effectivement, des malentendus parce qu'on oui. s'attend souvent à ce que l'autre fonctionne comme nous-mêmes. Ouais, c'est ce que je disais en introduction, c'est ça. Mmh. C'est compliqué parfois. On imagine que tout le monde a la même carte, la même lecture, ce qui n'est pas le cas. Ouais. Tu disais juste avant que l'anéagramme est très ancien. Mmh. Oui, oui, on retrouve les C'est premières passionnant ça. traces, chez les Babyloniens Ah et oui. chez les mathématiciens grecs et puis après d'autres traditions se sont aussi appropriées, l'outil et puis alors, il est entré dans la psychologie humaniste aux États-Unis dans les années 60 et puis aujourd'hui, ben, on l'utilise évidemment comme un outil de connaissance de soi, des autres, de sagesse parce que c'est un modèle qui est évolutif et puis, on l'utilise aussi plus récemment dans les entreprises, notamment pour des team building, pour apprendre à mieux fonctionner en équipe. Et donc c'est quelque chose qui permet à chacun, ce dont tu parlais juste avant, d'identifier un peu davantage sa personnalité en Mhm. mettant des guillemets et justement son rapport au monde et aux autres, donc sa façon d'entrer en communication. Ouais, ouais, oui. On découvre vraiment le système de référence sur lequel la personnalité s'est construite avec sa vision du monde. Alors, un rapport particulier au mental, un rapport particulier à l'action et un rapport particulier aux émotions. Donc, on appelle des centres, hein, émotionnels, instinctifs ou mental. Et donc, on se rend compte que pour certaines personnes, c'est très aisé de parler des émotions et que ça va même être au centre de leur communication, alors que pour d'autres, c'est quelque chose de totalement inconnu dans le partage, mais déjà inconnu pour soi-même. Donc, si je ne suis pas en contact avec mes émotions, si je ne sais pas ce qu'est une émotion, comment elle me traverse, à quel moment elle arrive, ça devient compliqué d'en parler et évidemment de comprendre l'autre quand il vit des émotions. C'est vraiment intéressant et j'en avais un peu parlé, on en avait déjà discuté avec Émilie justement, qui est un peu introvertie, mais qui a Mhm. appris à se connecter à ses émotions, et puis avec Delphine qui disait cette importance de connaître son intériorité, et finalement tu continues sur ce chemin à nous dire, mais connaissez-vous vous-même pour entrer mieux en contact avec l'extérieur? Ouais. Oui, 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 tout à fait. Et on peut voir que certaines personnes rencontrent des défis différents par rapport à la prise de parole. Donc déjà parce que prise de parole finalement ça peut être dans le domaine professionnel, une présentation à faire devant un grand jury ou devant un comité, un conseil d'administration. Ça peut être une communication plus informelle avec des amis. Ça peut être une communication qui tient à cœur parce que c'est une personne qui nous est chère. Et ça peut aussi réveiller beaucoup de choses. Donc la communication, je vais la prendre au sens large aujourd'hui, hein, Oui, dans tous les domaines tu as parfaitement raison. de l'existence. Et donc, on voit qu'il y a des personnes qui, déjà au niveau corporel, seront plus tactiles. Donc, il va y avoir une main, il va y avoir un sourire, il peut y avoir des gestes ou même l'espace entre la personne à qui elle s'adresse peut être plus restreint. Alors que pour d'autres personnes, il va y avoir peut-être une espèce de zone de protection. Il peut y avoir une attitude aussi de méfiance. Et ça va dépendre évidemment de la vision du monde. Au niveau de la prise de parole même, tu as parlé d'introversion, extraversion. Alors dans les définitions, on a souvent l'idée de se dire: «Tiens, la personne qui est extravertie, elle est à l'aise en société, la personne qui est introvertie est moins à l'aise de s'exprimer, en groupe». C'est un peu le cliché, oui. Un peu le cliché et alors moi ce que j'aime bien, ajouter à ça, c'est la version en fait dans l'introversion, c'est, le besoin de se nourrir, à l'intérieur, hein, avec soi-même, de pouvoir, se nourrir soi-même pour pouvoir retourner vers l'extérieur et partager et puis alors il y a cette autre définition donc, équivalente mais pour l'extraversion, qui est de dire: «Ben moi je me régénère en étant en contact». Donc déjà de comprendre ça, ça donne une dynamique différente. Donc si je suis en relation avec quelqu'un de proche et que moi j'ai besoin de me régénérer dans le partage et que l'autre a besoin de se régénérer seul, évidemment, il va y avoir une forme de négociation ou en tout cas un intérêt à comprendre l'autre pour respecter les besoins de chacun. Alors justement, comment est-ce que on peut s'adapter mieux à nos interlocuteurs Mm. et particulièrement, comme tu viens d'expliquer, ceux qui semblent diamétralement opposés à notre fonctionnement Mhm. ou au moins
En tout cas, essayer d'éviter, le conflit ou d'avoir des relations positives parce que tu le disais bien, on parle aussi ici de relations interpersonnelles, intimes, proches, pas forcément juste en entreprise ou quand il va s'agir, d'aller, lancer un beau discours devant une assemblée. Mmh. Bah, il y a déjà premièrement une attitude d'ouverture par rapport à l'altérité, qui est importante et je pense que c'est quelque chose qu'on est invités tous à cultiver, de se rendre compte qu'en fait, il y a pas, un type de personnalité ou un type de comportement qui est supérieur à un autre, qu'ils font partie de notre biodiversité qui est très, très importante. On ne cesse de nous le rappeler, encore plus à cette époque et donc c'est de pouvoir regarder ça avec un œil plutôt, neutre et détaché en disant: «Ah tiens, c'est intéressant». Plutôt, j'aime beaucoup ce regard de l'anthropologue, qui est neutre et qui explore en fait la palette de la diversité pour la comprendre. Donc, en ayant conscience de la diversité, en s'intéressant à cette diversité, au fonctionnement de l'autre et puis en connaissant sa propre diversité, eh bien ça permet d'entrer plus facilement en lien, de respecter ses besoins et d'être à l'écoute des besoins de l'autre. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a des facteurs qui influencent dans la prise de parole? Oui, oui, oui. Alors, on a parlé de la personnalité et il y a bien sûr, l'histoire de vie d'une personne, hein, les blessures, les défis qu'elle a rencontrés et puis, ben, sans parler de tout l'impact de la petite enfance parce que finalement, la manière de communiquer, de se relier, elle s'est construite aussi dans ces périodes-là avec les 1res personnes qui sont occupées de l'enfant et cela va déterminer en fait la communication et la relation à l'autre aussi après dans le monde adulte. Plus, les événements qui vont se produire. Alors je prends un exemple, par exemple, d'un événement, marquant, douloureux, qui n'a pas été accompagné, qui a été vécu vraiment comme une sensation de danger, voire, même, d'atteinte à la vie, ce qu'on appelle, un traumatisme. Donc on a des stress post-traumatiques qui peuvent avoir des impacts, aussi dans la manière de communiquer, le rapport à l'autre. Et je parlais tout à l'heure du système de référence, mais c'est aussi nos croyances et ce qu'on a reçu ou ce qu'on a en tout cas intégré comme peur. Si déjà dans la vision du monde, il y a une méfiance par rapport à l'autre, cela va jouer dans la manière d'entrer en relation avec lui. Je voudrais aussi prendre, l'exemple de quelqu'un à qui on a répété dans l'enfance, «Tais-toi». Où on a dit, «Mais chaque fois que tu parles, c'est pour dire des idioties» ou à qui on a dit, «Parle plus vite» ou «Parle plus fort, de toute façon on n'entend jamais rien de ce que tu dis». Donc là, on est dans des injonctions vraiment typiques par rapport à la prise de parole. Alors elles peuvent avoir encore un impact aujourd'hui, même si elles ont été oubliées, donc elles peuvent travailler au niveau de l'inconscient. Et alors, bah, en fait, finalement, la prise de parole, heu, c'est un peu, une difficulté au niveau de la prise de parole. C'est finalement, plus un symptôme qu'une problématique. C'est plutôt une porte qui s'ouvre pour aller, explorer une problématique plus ancienne et plus profonde et l'occasion justement d'aller dénouer. Ah, merci, 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 merci. Parce que souvent, c'est ce que j'explique aussi aux gens qui viennent me voir, c'est que je peux leur donner un milliard d'outils, un milliard de techniques, leur expliquer comment il faut tenir un micro, se déplacer sur scène ou comment est-ce qu'il faut engager une prise de parole. Si toutes ces choses-là continuent à vibrer à l'intérieur d'eux, évidemment, ils vont continuer à se dire, mais elle m'a dit des trucs, mais ça marche pas pour moi, je comprends pas. Alors je vais en avoir un autre, et puis un autre, et puis un autre, et finalement, le résultat restera toujours le même. Alors quand même, la question que j'avais envie de te poser, c'est, une fois qu'on a fait tous ces constats, qu'on a ces blessures, on en a tous de toute manière, on se construit que là-dessus, des traumas plus ou moins importants, des croyances, j'en avais parlé aussi dans un épisode précédent, je suppose que tu vas me répondre par l'affirmative, en tout cas je l'espère, mais est-ce qu'on peut aller au-delà, dépasser tout ça? Bien sûr, et aujourd'hui, on a une une palette importante d'outils thérapeutiques qui permettent de dépasser ces obstacles. Je pense par exemple à la préoccupation par rapport au regard des autres. Selon la personnalité, des personnes vont être vraiment, très, très occupées avec le jugement, ce qu'on va pouvoir, dire d'elles. D'autres, seront complètement libérées de ce regard-là. Eh bien, on va pouvoir travailler avec, écoute, je travaille beaucoup avec les outils de thérapie systémique brève, donc là, on va pouvoir travailler, toutes les problématiques. Ce qui nous importe, c'est d'aller dénouer d'abord et d'aller Oui, identifier derrière la prise de parole, mais qu'est-ce qui est mis en jeu? Alors quand je parle de mise en jeu, je vais d'abord voir effectivement, ce qui se passe et à quelle problématique ancienne ça vient se relier, mais je veux aussi explorer quel est l'enjeu derrière la prise de parole.
parce qu'une prise de parole pour l'un ou pour l'autre, selon le contexte, va signifier beaucoup et donc va mettre en jeu plus de stress ou d'anxiété. Oui, évidemment, oui. Si j'ai une personne qui vient passer un entretien d'embauche et c'est le cinquième qu'elle passe sur la semaine, parce que finalement, dès qu'elle envoie son CV, elle est contactée, elle a un profil très recherché, ça va être peut-être aisé, il y aura une certaine confiance en soi qui va s'installer par rapport au fait de se dire: «Bah, de toute façon, j'ai plusieurs options». Si je prends, l'exemple d'une personne qui envoie son CV déjà depuis pas mal de temps, qui est vraiment aux abois au niveau financier, tout à coup, elle décroche un rendez-vous pour un entretien, mais cet entretien va représenter énormément pour elle et donc elle peut ressentir une pression importante. Alors ce n'est pas qu'il y a une problématique ancienne qui soit là et qui soit réveillée par là, mais alors, on va plutôt travailler sur l'enjeu derrière, qui est la peur de ne pas avoir d'emploi. Donc, on sort finalement de la Oui, problématique de la prise de parole et c'est ça qu'on va travailler ensemble. voilà, ton travail est très complémentaire du mien. C'est ce que j'aime dans ces rencontres, c'est vous faire comprendre que tout n'est pas aussi simple qu'on veut bien vous le faire croire et que vous pouvez lire dans les magazines. Alors justement, dans ta vaste palette d'outils, lesquels est-ce que tu utilises? Ou plutôt, j'ai envie de te demander, parce que tu parlais tout à l'heure des différentes personnalités, est-ce qu'il y en a que tu as observé qui sembleraient plus appropriés aux uns qu'aux autres, ou ça n'a rien à voir et c'est plus, comme tu viens d'en parler, par rapport à un enjeu particulier ou à une histoire personnelle? Mmh. Mes outils, ils vont être déterminés par la problématique qui est mise en lumière à ce moment-là. Bien sûr, il y a une attention par rapport à la personnalité de la personne et puis, il y a parfois une problématique qu'on pourra seulement dénouer si on a travaillé une autre qui fait obstacle. Oui. Par exemple, s'il y a une émotion, très, très forte qui est bloquée, qui empêche la personne d'avancer, eh bien, ça va être ma priorité et donc après seulement, on va pouvoir travailler, la problématique qu'on a identifiée parce que tant que la personne reste bloquée dans cette émotion-là, ça va tourner en rond. Oui, on est sur du sable et ça marchera pas. On Ouais. continue de s'enfoncer tranquillement. Alors, j'utilise aussi évidemment beaucoup l'hypnose. Il y a des personnes qui ont eu cette idée de l'hypnose comme ce qu'on peut voir à la télé, une hypnose de spectacle. Alors c'est pas du tout ce que je fais, hein. Je suis formée par des anesthésistes parce que je peux travailler aussi les analgésies, mais surtout pour la l'hypnothérapie. Donc ce n'est pas du tout, la même approche que ce qu'on peut voir à la télévision Mince, j'aurais bien aimé là que et tu m'hypnotises et que je pense à quelque chose de merveilleux et qu'il m'arrive quelque chose de miraculeux. Ah non, c'est ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas un miracle. c'est différent, c'est Oui. toute une autre approche. Alors certaines personnes, puisqu'on l'a vu dans les personnalités, ont besoin de se sentir en confiance et de connaître le thérapeute avec lequel elles travaillent. Donc forcément, alors on ne va pas faire ça peut-être dans les 2-3 premières séances et on va pouvoir le faire après. Et sinon, dans les outils que j'utilise, donc thérapie systémique brève, Palo Alto, thérapie narrative. Dans la thérapie narrative, donc on travaille l'histoire de vie de la personne pour lui donner, pour l'amener à la percevoir d'une manière plus saine et plus aidante par rapport à ce qu'elle vit dans le présent. C'est un exemple de ce qu'on peut travailler en narratif. On va aussi pouvoir travailler l'externalisation des émotions. En thérapie, solutionniste, on va utiliser un outil qui s'appelle une projection dans le futur, pour que la personne puisse déjà se ressentir, en pleine capacité. On va aussi pouvoir se référer à des exceptions, c'est-à-dire des moments dans son existence où elle a, connu cette aisance relationnelle, cette aisance dans la communication. Donc on va s'appuyer sur des ressources qui sont déjà présentes. On va aussi, utiliser, une approche, travailler la valorisation et l'estime de soi avec la thérapie solutionniste. J'utilise aussi, les mouvements oculaires de type, EMDR. Alors ça va nous permettre de désensibiliser par rapport à des situations de stress, pour que la personne puisse, être déjà libérée des sensations physiques qui sont en lien avec l'anxiété. On va travailler les stress post-traumatiques, bien sûr, avec cet outil. Quand je parle de stress post-traumatique, il y a des choses dont on n'a pas idée, mais par exemple, un adolescent qui tout à coup perd l'usage de la parole, alors qu'en fait, il ne parle plus. Et puis on se rend compte qu'en fait, il y a eu un choc derrière, qui a été peut-être des situations évidemment plus dramatiques, c'est-à-dire un parent qui a mis fin à sa vie. Et puis derrière ça, on a dans le choc un impact sur la capacité de communiquer et notamment la parole, la prise de parole. Donc ça, on va travailler avec les mouvements alternatifs comme le NDR. Donc qui en fait, switch notre mental, le mettre complètement,
hors d'état de fonctionner, enfin momentanément, pour pouvoir atteindre d'autres niveaux de conscience, j'imagine, et puis de réactivité dans le cerveau ou dans nos émotions, enfin dans finalement déprogrammer le pilote automatique. Voilà, tout à fait. Et on avait vu en fait cet outil-là, il a été créé au départ pour les vétérans américains qui revenaient de la guerre du Vietnam et qui devaient se réinsérer dans une vie quotidienne classique après avoir vécu finalement Ouais, des sacré horreurs. challenge, oui. Et donc, cet outil, on s'est rendu compte que finalement, savoir qu'il y avait eu un traumatisme, à quel moment il y avait eu, ça s'était produit, et puis quel était le facteur même déclenchant après des émotions, n'était pas suffisant pour en venir à bout. Et donc, cet outil, il permet aussi d'aller agir au niveau des sensations, des émotions qui ont été engrammées dans le corps. Et donc là, on coupe le lien au niveau des cognitions, mais aussi au niveau psychocorporel. Ah, D'où l'efficacité. c'est génial, c'est génial. On travaille aussi avec les constellations systémiques, les constellations familiales. Alors là, c'est dans le transgénérationnel, puisqu'on sait qu'on porte beaucoup Bien sûr. de nos ancêtres avec des choses qui nous servent et pour lesquelles on a énormément de gratitude, et puis des programmes qui sont finalement handicapants ou des loyautés qui nous empêchent d'avancer sur notre chemin. Donc ça, c'est un outil très intéressant aussi. Bon alors les amis, vous avez entendu quand même, un, il y a plein de choses à faire. Deux, la route peut être parfois longue ou surprenante parce qu'on va soulever un pan du tapis, puis on va se rendre compte qu'il y a une autre couche et une autre couche et une autre couche, un peu comme l'oignon. Mais en tous les cas, c'est important d'entendre tout cela, ce que vient de nous partager Laurence, parce que si on veut se lancer vraiment dans cette relation apaisée ou dans une prise de parole qui aura vraiment un impact et qui viendra du cœur, il y a aussi besoin, parfois, de se confronter à ces difficultés. Alors Laurence, tu sais que j'aime bien quand j'ai reçois un invité, que les auditeurs puissent repartir avec une proposition directement actionnable. Euh, je suis certaine qu'au milieu de tout ce que tu proposes, il y a bien un petit truc que tu peux donner aux gens qui nous écoutent. Oui, alors j'aime bien prendre justement l'exemple d'Hamilton Erickson qui avait des problèmes de motricité en raison d'une maladie importante, conséquente. Et il a commencé à remobiliser ses forces intérieures et à apprendre le mouvement en observant un jeune enfant qui apprenait à marcher. Ah, ça, c'est excellent. Et donc, le conseil, ce que j'aimerais proposer à ceux qui souhaitent justement œuvrer vers une communication plus fluide, plus aisée, c'est de regarder autour d'eux quelles sont les personnes qui mobilisent déjà ces ressources, de les observer et puis alors de prendre des moments de pause, donc dans le calme, en silence, de faire une dizaine de respirations abdominales pour être dans un état de détente, de relaxation, et puis se visualiser en train de mobiliser les mêmes ressources que cette personne et se voir dans ces mêmes situations, pouvoir, se comporter, pouvoir ressentir les mêmes choses, pouvoir vivre la même expérience. Alors, Teresa Robles, qui est une femme fantastique avec laquelle j'ai aussi cheminé, parle de porter de nouveaux habits. Eh bien, c'est un peu j'aime cette métaphore qui est de dire, Oui, elle ben, est belle. finalement, cet habit-là, je peux aussi le porter et il y a peut-être quelques retouches à faire et donc cette personne que j'ai vu le porter, j'ai observé, j'ai vu comment ça fonctionnait en elle, et bien de pouvoir transposer et de pouvoir porter cet habit moi-même pour dans des situations de prise de parole, pouvoir aussi me connecter à ces ressources qui sont présentes en moi. Parce que finalement, c'est ça la bonne nouvelle, c'est que peu importe les challenges et les difficultés que nous rencontrons dans la vie, et qui sont évidemment dépendantes du rapport que nous avons avec nous-mêmes et que nous avons eu dans notre enfance et toutes ces premières phases de l'existence, qui ont été assez déterminantes, eh bien, nous avons la possibilité d'apprendre, de réparer, de guérir ce qui en a besoin pour plus de fluidité et de communication aisée dans tout ce que nous partageons avec les autres. Waouh, bah merci. Alors, je sais pas quel costume je vais vouloir emprunter, peut-être celui de Barack Obama. Ah oui, j'en ai parlé dans mon dernier épisode sur le silence. En tout cas, merci beaucoup et les amis, vous avez juste à tester vos nouveaux costumes. Il y en a plein. La palette est vaste, remplie de gens qui vous semblent tous plus brillants les uns que les autres dans leur prise de parole ou simplement dans leur relation avec les autres. Alors, comme nous l'a proposé Laurence, essayons, parce que de toute façon, qui ne tente rien n'a rien, et faisons des expériences qui vont nous porter vers le haut, c'est toujours
agréable et positif. Merci pour tout ça, Laurence. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais ajouter, un mot de conclusion? Eh bien, j'insisterai, Anne-Claire, sur l'importance de la diversité intérieure et de l'accueil de cette diversité qui fait notre richesse. Et puis, ben, pour les personnes qui ont envie que des choses bougent et que des choses changent dans leur rapport à l'autre, dans leur communication, eh bien, nous avons aujourd'hui tous les outils disponibles pour apprendre, pour guérir, réparer, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Merci, merci Laurence d'avoir mis à disposition de tous ceux toujours plus nombreux qui écoutent Éclat de voix, d'avoir mis à disposition ton savoir, ton expérience, ton recul. Merci aussi pour la douceur de ta voix, pour la pertinence de tes propos et puis bah, les perspectives que tu nous as offertes qui sont franchement réjouissantes. Bref, je suis contente de t'avoir reçu au micro. Les amis, je suis certaine que vous avez appris beaucoup de choses, alors soyez généreux et partagez, diffusez Éclat de voix autour de vous. J'ai besoin d'atteindre un nombre d'écoutes encore plus important pour pouvoir prétendre à du support, à offrir de la visibilité à des annonceurs qui pourraient devenir des partenaires le temps d'une saison, d'un épisode ou de plus encore. Bref, merci pour votre soutien. Allez, à bientôt!